Si vous me permettez une suggestion, cher Onfray, vous devriez davantage célébrer nos talents dans l'économie, en particulier dans les secteurs de pointe. Je vais prendre un exemple. Les effets spéciaux de différents blockbusters américains, parmi les plus énormes, ont en grande partie été réalisés par des studios français. Michel Onfray. Oui, il paraît qu'on est excellent. D'ailleurs, la famille de Walt Disney vient d'Isigny, en Normandie. Welbeck. On est parmi les meilleurs, clairement au niveau des Américains. Bref, je compte sur vous pour, comment dire, insuffler aux Français une confiance dans leur propre force. Ce qui est dommage, c'est que le plus souvent, quand on parle de nos succès à l'export, on met en avant des gens comme Bernard Arnault, qui ne produisent que des objets inutiles et même pas spécialement beaux. C'est vrai que quand on va dans un mall de luxe, à Hong Kong par exemple, 3 boutiques sur 4 sont françaises, la quatrième italienne. C'est impressionnant. Mais je préférerais qu'on soit loué pour nos effets spéciaux. Alors oui, faites de la pédagogie économique. Je regarde de temps en temps les chaînes d'infos. On y voit trop de gens qui passent leur temps à nous déprécier et à nous dire que l'Allemagne fait tout mieux que nous. On ferait. Mélenchon a écrit un bouquin qui dit cela, Le Harangue de Bismarck, dont on a assez peu parlé et dont le titre est légèrement provocateur. On l'a présenté comme un texte xénophobe, mais il disait des choses très intéressantes. Michel Houellebecq. Il est vrai que les Français ne sont pas en état de concurrer les Allemands dans différents domaines. La mécanique de précision, l'optique, l'automobile. À vrai dire, la liste est longue, d'accord, mais nous ne sommes pas mauvais en tout. On l'avait prouvé avec le nucléaire, jusqu'à ce que différents gouvernements décident, par peur des écologistes, de saborder le pays. On était les meilleurs. Je pense que le niveau des grandes écoles d'ingénieurs reste bon et que l'on pourrait encore reconstruire une industrie nucléaire. Un autre domaine, c'est l'espace. On reste compétitif dans le lancement de satellites. C'est loin d'être sans importance. Michel Onfray. Oui, mais Thomas Pesquet ne fait pas une phrase sans dire Europe. Il a vraiment envie d'aller sur la Lune, d'être le premier Français à y poser les pieds. Et il nous dit que ce projet ne peut pas avoir lieu sans l'Europe. S'il le dit, ce doit être vrai. Autrement dit, là encore, la France a décroché. Et je ne suis pas certain qu'on soit encore capable de faire ce qu'on a fait jadis avec le TGV ou avec le Concorde. J'ai peur qu'on ne soit plus là désormais que pour fournir un appoint à ceux qui possèdent la technologie. C'est d'une grande tristesse. Je me souviens, un jour, je partais au boulot en Normandie et on m'a dit que le Concorde passait dans le ciel. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu. Un bruit incroyable. Et 3 heures plus tard, il était à New York. Mais voilà, les Français ont renoncé à être à la pointe. On a même renoncé au TGV. Je l'ai pris l'autre jour. La dame qui faisait le contrôle m'a dit qu'aucun Paris-Nîmes n'était arrivé à l'heure cet été. On a des transports en commun qui roulent à 300 à l'heure, mais arrivent tous en retard. Prenez le Shinkansen, le TGV japonais. Il n'y a aucun problème. Ça fonctionne. La technologie, ce n'est pas seulement la capacité à mettre au point des moyens de transport formidables, c'est aussi savoir les faire arriver à l'heure. Michel Houellebecq. C'est vrai que les trains français sont devenus imprévisibles et qui sont dégueulasses à l'intérieur. Enfin, ça dépend des régions. Mais je pense qu'on peut rebooster, excusez cet anglicisme, la foi des Français dans leur technologie. Je pense surtout qu'il le faut. Il y a des domaines aussi dans lesquels nous avons davantage confiance en nous. On peut valoriser une production agricole de qualité. On a des atouts. On vend des choses non délocalisables, de la gastronomie, du tourisme. On n'a pas commis l'erreur des Espagnols qui ont radicalement bétonné leurs côtes pendant la période franquiste. On a visé un tourisme culturel sans en faire un tourisme élitaire pour autant. Michel Onfray. Je ne partage pas votre enthousiasme. À mon sens, le tourisme culturel, c'est un nombre considérable de gens qui abîment le patrimoine avec leur godasses, qui enlaidissent tout avec leur perche à selfie. C'est du vandalisme populaire. Welbeck.
Moi, je n'ai rien contre les touristes. En vrai, aujourd'hui, plus personne n'entre dans la grotte de Lascaux et c'est fort heureux. On devrait faire la même chose au Mont Saint-Michel. Il faut repenser le tourisme. Je ne sais pas comment, je n'ai pas de solution, mais je me dis qu'on pourrait faire quelque chose, plus dans l'esprit d'André Malraux que de Jack Lang. Michel Houellebecq, vous êtes sévère. La France n'a pas joué la carte du tourisme de masse. On a adopté une stratégie plus artisanale, souvent plus chère aussi. En vrai, je pense qu'on a une politique touristique consumériste et libérale. Quand je vois au Louvre la manière dont ça se passe, on est poussé par des centaines de gens comme une matière fécale dans un transit intestinal. On avance, on rentre dans un truc, on ne peut rien voir et on est éjecté d'un seul coup. Paf! On sort du rectum et on retourne dans la ville. On se dit, mais il s'est passé quoi? Ce n'est pas possible, on ne peut pas se contenter de ça. Plus jamais de la vie. Michel Houellebecq. Sur le Louvre, je ne peux pas vous donner tort. Je fais souvent visiter Paris à des amis étrangers. Il est effectivement impossible d'aller à la Tour Eiffel et au Louvre. La place du Théâtre et Notre-Dame sont aussi très difficiles. Mais il y a bien d'autres lieux parmi les plus beaux qui restent fréquentables. Le musée d'Orsay, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas une queue monstrueuse et on peut circuler tranquillement à l'intérieur. Michel Onfray. Pour revenir à l'Europe, je crois hélas que l'enjeu est autrement plus vital que la seule économie. L'Union européenne est une machine à broyer les nations, une machine de guerre américaine. Pour comprendre ce qui se joue, il faut remonter au président américain Woodrow Wilson qui, en 1920, a établi un projet de domination du monde. Puis en 1944, les Américains ont, comme vous le savez, voulu s'imposer en France. Ils ont débarqué en Normandie avec un projet d'occupation qui se serait appuyé sur une administration Lamgotte dotée de son école des cadres à Charlottesville aux États-Unis, où l'on aurait recyclé le personnel de Vichy, apprécié à Washington pour son anticommunisme. Ils sont venus en pensant non seulement libérer l'Europe du nazisme, mais en s'imaginant qu'ils pouvaient en profiter pour aller jusqu'à Moscou. C'était ça leur première théorie. Pour eux, la France à ce moment-là était une terre vassalisée. D'ailleurs, le débarquement du 6 juin avait pour nom de code Overlord, qui signifie suzerain. On ne saurait mieux dire. Quelque temps après, mon père, qui était ouvrier agricole, s'est rendu à la gare près de chez lui avec un charretier et des chevaux et en est revenu avec un tracteur en morceaux et un mécanicien américain venu spécialement pour l'aider à monter l'engin. C'était un McCormick, un produit du plan Marshall. On appelait ça un Marshall. À l'arrivée du tracteur dans le village, où l'on moissonnait avec des chevaux depuis toujours, un basculement de civilisation s'est opéré. Mon père, qui avait commencé sa vie en paysan virgilien, est devenu d'un coup un technicien américanisé. Ensuite, l'histoire a fait que, conférence de Yalta oblige, l'armée US n'est pas allée jusqu'à Moscou et que la vassalisation de la France a été empêchée par le général de Gaulle. Mais en 1992, à Maastricht, c'est très exactement le projet Amgot qui a été repris. Jean Monnet, qui, comme on le sait, était payé par la CIA, a eu finalement gain de cause, à savoir une Europe destinée à servir de rouage dans la grande machine de l'État planétaire. Cette machine appelée de ses voeux par des gens comme Jacques Attali, qui n'a pas écrit par hasard « Demain, qui gouvernera le monde ?» Depuis un siècle, une bonne partie des élites américaines ont comme idée qu'elles gouverneront un jour le monde entier. À partir de 1983, Mitterrand puis tous ceux qui lui ont succédé à l'Élysée ont tout fait pour les aider. Résultat, nous sommes effectivement gouvernés par une logique d'hypervassalisation. Or, je pense, un peu comme vous d'ailleurs, que la diversité c'est merveilleux et qu'il faut se battre pour la variété des peuples et leur souveraineté. Michel Houellebecq. Ce qui permet de ne pas totalement désespérer, c'est qu'il y a aussi un courant isolationniste aux États-Unis, qui n'aspire pas à s'occuper du reste du monde et qui prône le chacun chez soi.
Ce courant a gagné la partie avec Donald Trump, mais déjà Barack Obama avait commencé à prendre le contre-pied des néoconservateurs, Reagan et les Bush père et fils. Joe Biden n'est peut-être qu'une parenthèse. À cela, j'ajoute qu'il faut déconstruire, comme on dit à présent, l'argument massu selon lequel l'Union européenne serait un rempart contre la guerre. Les guerres modernes sont parvenues à un trop grand niveau d'abomination par la conscription obligatoire, rapidement utilisée par des dirigeants de triste mémoire comme Napoléon, qui a été le premier à disposer d'une masse de chair à canon infinie. Enfin, j'insiste, mais ça continue de me paraître le point crucial. Il faut que nous reprenions confiance dans notre économie. Si les Français ont accepté de renoncer à leur souveraineté monétaire, c'est parce qu'ils ont fini par croire qu'ils n'étaient pas un pays sérieux. Ils n'aiment pas l'Europe, mais ils ont peur de quitter l'euro, tout simplement parce qu'ils manquent de confiance en eux. Ça se voit même chez Marine Le Pen, chez Zemmour également, comme chez Mélenchon.